Je tiens à vous remercier donc d'être aujourd'hui nombreux, connectés, et d'avoir répondu positivement à l'invitation donc de nos oral care consultants dans vos cabinets dentaires, et puis aussi à nos invitations digitales. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis donc au travers de ce webinaire en partenariat avec la SFPIO, la Société donc française de parodontologie et d'implantologie orale, pour répondre à la question suivante: chirurgie parodontale et hypersensibilité dentinaire font-elles bon ménage? Alors une question intéressante, beaucoup de chirurgie, vous allez le voir. Et pour cela, donc, je tiens à remercier tout particulièrement donc, la présidente de cette société française de parodontologie et d'implantologie orale, le professeur Virginie Monet-Corti, qui a mis à notre disposition donc, deux grands talents, deux conférenciers de grands talents, donc le docteur Jean-Marc Glisse, qui va vous accueillir tous dans quelques instants en direct de son cabinet dentaire donc à Toulon. Et puis la modératrice, le docteur Caroline Fouque. Et donc le docteur Caroline Fouque est chirurgien dentiste également. Elle exerce donc en parodontologie, implantologie exclusive à Marseille. Et Caroline est également ancienne assistante en parodontologie, implantologie à l'université d'Aix-Marseille. Et elle est aussi, et c'est ce qui fait tout son sens pour la session d'aujourd'hui, co-responsable du cycle de formation de la SFPIO. Donc, avant de lui laisser la parole pour présenter donc, les conférenciers et le sujet beaucoup plus en détail, je voulais juste vous faire part de quelques informations donc, purement techniques sur la plateforme. N'hésitez pas à composer les numéros suivants si vous avez un souci, ou envoyer un mail au support @webex.com. Et puis, comme toujours, bien sûr, vous êtes en mode écoute uniquement. En revanche, vous pouvez poser vos questions à tout moment, pas par oral, mais uniquement par écrit dans ce qui se situe ici, donc au niveau du cadre rouge dans la session donc Q&A. Vous entrez votre question et nous y répondrons donc, tout le long du webinaire et également en fin de webinaire. Alors aujourd'hui, on a vraiment adapté cette session et ce webinaire pour vous, c'est-à-dire que la séance va être plus courte, 30 minutes. En 30 minutes, vous aurez l'essentiel de ce qu'il faut savoir. On va essayer de répondre à un maximum de questions, échanges modérateurs-conférenciers. Et si toutefois vous pouvez rester avec nous, si votre emploi du temps le permet, jusqu'à 14 heures, on prolongera en fonction des questions qui n'auront pas été traitées. Alors rassurez-vous, pour tout le monde, la session sera aussi disponible en différé dans sa globalité, si vous voulez y revenir ou tout simplement terminer la session. Alors comme promis également, dans l'invitation que nous vous avons envoyée, vous allez pouvoir participer à une loterie. Pour cela, donc, il vous suffit d'être connecté, mais là, je pense que c'est le cas pour vous, de rester avec nous jusqu'au bout. Et nous procéderons donc à un tirage au sort et il y aura donc 20 gagnants qui auront la possibilité donc, de gagner 300 brosses à dents chacun. Alors, le règlement est disponible, bien sûr, vous pouvez aller le consulter à tout moment sur la plateforme Webex. Et puis enfin, avant de laisser la parole à Caroline, je vous rappelle et je vous remercie de bien remplir le questionnaire en ligne à la fin de toutes les sessions. C'est très rapide, en quelques clics c'est fait, et ça nous permet à nous de nous améliorer. Alors je passe tout de suite la parole donc au docteur Caroline Fouque, qui va donc vous présenter plus en détail les conférenciers, et donc tout particulièrement le premier conférencier, donc le docteur Jean-Marc Glisse. Alors, je vous passe la balle à Toulon, en digital, et donc c'est à vous, Caroline. Bonjour, bonjour Karine, bonjour à tous. Tout d'abord, merci Karine de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous, mais là, cette fois, c'est une première.
ce webinar pour nous, ou cette webconf comme on aimerait dire en français, ça nous permet d'être au plus près de tous nos confrères et sûrement de nos amis qui, j'en suis sûre, sont là aussi. Et donc c'est vraiment bien sympathique comme formule. Je suis d'autant plus heureuse que je fais partie de la SFPIO et que votre mode de conférence est complètement dans l'esprit insufflé par notre société scientifique qui a à cœur de transmettre un maximum d'informations concernant la parodontie et l'implantologie à tous nos confrères. Et là, on est complètement au cœur du sujet. Alors, je vais vous présenter mon ami Jean-Marc Blise. Jean-Marc, j'ai suivi le même parcours que lui. J'essaye de reproduire tout ce qu'il fait. Donc Jean-Marc a été assistant en parodontologie également et à la faculté de Marseille. Il a été président de la société de la SFPIO de la région Sud-Est. Et puis Jean-Marc participe également au cours de formation continue de la SFPIO, sous l'égide d'Alain Borghetti, notre papa paro. Et puis Jean-Marc, lui, est à Toulon, mais il a un exercice également exclusif de la parodontologie et puis de l'implantologie. Alors, Jean-Marc va nous parler donc de comment traiter l'hypersensibilité et comment la chirurgie parodontale peut nous apporter des solutions. Et puis ensuite, vous rencontrerez Frédéric Hérisson, qui est chef de projet affaires scientifiques chez Colgate et qui, lui, nous parlera de justement comment traiter les sensibilités qui n'auront pas pu être traitées par la chirurgie. Alors Jean-Marc, que fais-tu quand un patient, une patiente arrive avec une sensibilité très marquée sur une dent qui présente une récession gingivale? Que faire? Bien, c'est à moi donc. Merci. Merci de cette introduction. Je vais essayer essayer de tenter dans cette présentation de vous montrer en fait les apports thérapeutiques de la chirurgie plastique parodontale dans le traitement de l'hypersensibilité et on va essayer de faire ça de façon un petit peu en discussion pour qu'on essaie déjà de répondre aux questions éventuelles que vous pourrez nous poser et qui seront après débattues en fin de conférence. Alors, effectivement, l'hypersensibilité est un motif de consultation dans nos cabinets et un motif de consultation par rapport à des récessions gingivales. Donc, les patients arrivent chez nous avec des récessions qui sont soit très marquées, comme vous voyez sur l'image de gauche, avec des dénudations radiculaires importantes, ou que ce soit des récessions gingivales un petit peu plus masquées, un petit peu plus moins détendues, mais qui sont associées souvent à des lésions cervicales et qui montrent effectivement aussi une sensibilité importante. Donc, je dirais que cette hypersensibilité n'est pas en rapport avec la dénudation qu'on peut rencontrer, mais que l'intensité est souvent très importante et entraîne des désagréments pour nos patients. Donc, lorsque on parle de cette hypersensibilité, en fait, elle représente dans le panel de patients qui nous consultent pour des récessions gingivales uniquement, j'allais dire, 17% du motif de consultation, mais c'est un motif de consultation qui est forcément beaucoup plus, les patients sont beaucoup plus dépendants de nous puisqu'ils viennent vraiment avec une doléance particulière qui est plus qu'une doléance esthétique. Donc c'est à nous à essayer de répondre au mieux que l'on peut à ce motif de consultation. Et effectivement, donc, dès qu'on parle de récession gingivale, on va parler et on va avoir comme objectif de pouvoir recouvrir finalement ces récessions de façon complète pour traiter cette hypersensibilité. Et la couverture complète de la récession va être un des moyens les plus efficaces en fait de répondre à cette demande. Mais le problème, c'est que bien souvent, on a des récessions gingivales existantes, on les traite, mais à court terme, comme ici à 2 mois, ou à long terme, on a quelquefois des petites récidives qui nous amènent à nouveau ces hypersensibilités. Donc en fait, je dirais que le traitement chirurgical existe, mais il est souvent un petit peu, quelquefois en tout cas, décevant par rapport à nos patients. Et lorsque donc on parle de ce traitement chirurgical, on peut se poser effectivement la question, et d'autres auteurs se la sont posés bien évidemment aussi, est-ce que ce traitement chirurgical est efficace pour traiter cette hypersensibilité? Donc dans cette revue systématique, 9 études ont été sélectionnées, toutes sont des classes 1 demi-R, on verra tout à l'heure la classification, et donc ce sont des classes qui sont favorables au traitement chirurgical,
et qui ont été traités donc par des lambeaux positionnés coronairement avec adjonction ou non de conjonctifs ou de protéines laminaires. Et le résultat en fait de ces études montre que dans 78% en gros des cas, on va réduire l'hypersensibilité, mais qu'il n'y a pas de corrélation directe entre cette hypersensibilité et la procédure de recouvrement. Donc en fait, ça nous laisse une marge de manœuvre qui est relativement importante, mais pas suffisamment pour pouvoir répondre en fait à tout ce que nos patients nous posent comme problème avec ces problèmes d'hypersensibilité. Dans un travail un peu plus ancien d'ailleurs, ça ne fonctionne plus, je ne peux plus dérouler. Ah ouais. Dans un travail un peu plus ancien d'ailleurs qu'on avait fait avec l'équipe de Marseille et l'équipe de Paris, on avait sur un panel de patients et sur un grand nombre de procédures de recouvrement de chirurgie plastique, d'intervention de chirurgie plastique parodontale effectuées, eh bien, vous vous rendez compte que finalement, uniquement 35% des sites étaient recouverts, donc ce qui représente un pourcentage qui est relativement faible. Et donc, si on s'appuie uniquement sur cette technique chirurgicale, eh bien, on ne va pas pouvoir répondre effectivement à ces 17% de doléances que l'on a au départ. Donc, qu'est-ce que c'est qui va nous amener la prévisibilité de nos interventions? Eh bien, d'abord, ce sont les facteurs de pronostic. Les facteurs de pronostic, c'est avant tout la quantité de tissu kératinisé. Et dans la classification de Miller dont je parlais tout à l'heure, effectivement, cette classification prend en compte ce tissu kératinisé autour des récessions. Et vous voyez qu'en fait, là, il y a une gradation, une diminution du pourcentage de recouvrement. Moins on a de tissu kératinisé autour des récessions et moins, effectivement, on aura de possibilités de recouvrement. Alors, cette classification qui est très ancienne et qui est encore en vigueur, donc qu'on utilise tous les jours, a été récemment donc adaptée, améliorée par la prise en compte du niveau d'attache interproximale, ce qui amène en fait une nouvelle classification qui a été établie par Cairo et collaborateurs, qui sont des équipes italiennes. Les Italiens sont très à la pointe au niveau de ces techniques de chirurgie plastique parodontale et vont nous donner donc une limite coronaire de recouvrement qui va avoir une valeur prédictive. C'est important de prendre en compte cette attache interproximale parce que, eh bien, effectivement, elle va déterminer le potentiel vasculaire qui va pouvoir donner ou non un résultat efficace à nos recouvrements. Donc, voilà. Cette classification est basée donc sur cette attache interproximale. Donc, il y a trois classes qui ont été décrites. La RT1, qui est donc une récession gingivale sans perte d'attache interproximale, donc une récession gingivale qu'on pourrait associer aux classes 1 ou 2 de Miller, c'est-à-dire avec un confortable potentiel de recouvrement. La classe numéro 2, c'est la RT2, qui, elle, présente en fait une récession gingivale, mais avec une perte d'attache interproximale qui ne dépasse pas la récession vestibulaire, où donc là, le potentiel vasculaire va être le différentiel entre les deux, et donc on a une possibilité de recouvrement. Ces RT2 donc, correspondent à des classes 3 de Miller, qu'on disait défavorables au départ, mais qui quelquefois donnaient des résultats, et sans pour autant qu'on puisse imaginer pourquoi. Là, on a une réponse qui est beaucoup plus fiable, et on sait qu'on va pouvoir effectivement obtenir un recouvrement. Et la dernière classe, donc, qui est la classe RT3, qui est donc une classe avec récession gingivale, où la perte d'attache interproximale dépasse en fait cette récession vestibulaire et où on n'aura aucune possibilité finalement de recouvrement possible par rapport à un potentiel vasculaire existant. Donc, cette prise en compte en fait du niveau d'attache interproximale va être un point clé dans l'élaboration de la prévisibilité en fait de nos interventions. Alors, effectivement, on va parler de recouvrement complet, mais quand on parle en fait de recouvrement complet, il faut savoir, je dirais, de quoi on parle. Alors, effectivement, histologiquement, dans ces trois figures, on a un recouvrement complet clinique. Mais il y a une différence histologique entre ces trois figures, où on a effectivement là la gencive marginale qui est légèrement au-dessus en fait de cette ligne mucogingivale, de la jonction mucogingivale. Dans la vue du milieu, eh bien, la gencive marginale se situe en fait à la jonction, vraiment au niveau de cette jonction émaïssément, et dans la troisième catégorie, eh bien, cette gencive marginale va se situer légèrement en deçà de cette jonction émaïssément.
Et dans cette configuration-là, on peut comprendre qu'il y ait encore des sensibilités qui puissent se mettre enfin, se manifester dans ce genre de recouvrement. Alors, pardon, Jean-Marc, je t'interromps. C'est une étude extrêmement récente, à 2015. Et cliniquement, comment est-ce que tu fais pour savoir où se situe ta JEC, si tu as juste un trait ou si tu as un espace en fait de JEC? Alors, cliniquement, ça va être compliqué à mettre en évidence parce que on sait bien que la JEC, malgré tout, et les preuves histologiques le montrent aussi, n'est pas véritablement une ligne entre la jonction entre l'émail et le sément, puisque là aussi, ça a été montré de façon histologique, et on a 3 catégories là aussi de jonction émail-sément, donc c'est véritablement une zone et non pas une ligne, où dans la plupart des cas, en fait 60%, on a le sément qui vient recouvrir un petit peu la partie d'émail, donc cette jonction se fait à l'avantage, on va dire, d'une couverture complète de la partie radiculaire. 30% simplement des cas où on a véritablement un affrontement entre le sément et l'émail, donc qui représente AU2, donc 90% des cas, et on a ce fameux 10% des cas qui, vraisemblablement, la raison de l'hypersensibilité résiduelle en fin d'intervention, où on a en fait une plage dentinaire qui reste à nu, malgré le recouvrement qu'on peut effectuer, mais qui ne pourra de toute façon pas estomper cette jonction qui est un no man's land, on va dire, dentinaire. Donc là, on a un réel problème. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, eh bien, on est en droit de se poser la question de savoir comment on va pouvoir parler effectivement de recouvrement complet. Et donc la justification de notre recouvrement complet va se faire forcément avec un positionnement au mieux au niveau de la jonction émail-sément, de cette zone de jonction émail-sément, et dans le meilleur des cas, si on peut, effectivement, eh bien, englober cette jonction émail-sément de façon à être certain de pouvoir englober cette zone si toutefois on était dans les 10% restants. Alors, 2 questions. Comment est-ce que finalement on n'a pas intérêt à toujours surcorriger? Oui. Puisque cette ligne de la JEC est plus une simplification de l'esprit qu'une réalité histologique et clinique? Oui. Alors effectivement, on a intérêt dans les procédures qu'on va voir, d'ailleurs qu'on va décrire un petit peu plus en détail tout à l'heure, on a intérêt à surcorriger, à recouvrir et à englober cette ligne de recouvrement maximum qu'on déterminera tout à l'heure, cette ligne de jonction émail-sément, de façon à pouvoir avoir le meilleur résultat à la fin de l'intervention, bien sûr. Tu surcorriges de moins 1 mm? Facilement d'un millimètre. Facilement d'un millimètre. Hein. Il vaut mieux positionner finalement son tissu, même sur la partie coronaire, sur l'émail, tout en sachant qu'effectivement on n'aura pas de possibilité d'attache au niveau de cette zone-là, mais être sûr qu'on va pouvoir englober effectivement cette jonction entre l'émail et le sément. D'accord, et avoir une rétraction cicatricielle qui retombe finalement sur la zone anatomique de la JEC. On va en reparler tout à l'heure au niveau de cette ligne de recouvrement, mais elle est prévisible au départ. D'accord. Et alors, que fais-tu quand cette ligne que l'on imagine, cette démarcation entre la couronne et la racine, n'est plus visible du tout parce qu'elle a été gommée par de l'usure notamment? Alors, justement, il y a des procédures qui sont établies pour cela, parce que effectivement, si l'objectif c'est recouvrir ce genre de récession, eh bien, on sait bien que cette technique chirurgicale ne pourra pas et n'intéressera pas la partie coronaire. D'où l'intérêt, effectivement, dans ces lésions cervicales, de pouvoir, et on en décrira un petit peu plus en détail tout à l'heure, de pouvoir déterminer la part qui est coronaire de la part qui est radiculaire, effectivement. Oui. Donc ça peut rentrer dans on va rentrer un peu plus en détail là-dessus, parce que, effectivement, ces lésions cervicales vont présenter un autre problème qui est l'état de surface de nos récessions gingivales, et à ce moment-là, il y a une nouvelle classification aussi qui a été mise en place, qui va déterminer des classes susceptibles d'être favorables, c'est-à-dire où la ligne mucogingivale, la zone mucogingivale en tout cas, est visible, et où l'usure de ces récessions gingivales, n'est pas très importante. Et ensuite, il y a 2 autres catégories où là, on va perdre effectivement cette jonction émail-sément qui va devenir invisible, et où l'usure de cette récession gingivale va être
plus ou moins marquée. Et donc là aussi, on a, comme tout à l'heure, une gradation de la difficulté à obtenir un recouvrement complet en fonction, effectivement, de ces états de surface que l'on va rencontrer. Hein. Donc, s'il est un point crucial à mettre en évidence aujourd'hui et qui est le point clé, effectivement, de toute la thérapeutique chirurgicale du recouvrement, c'est la détermination, effectivement, de la position de la JEC, c'est-à-dire cette détermination efficace, qui va pouvoir nous donner, dans le meilleur des cas, dans des cas où on n'a effectivement pas de perte d'attache, comme là, dans une classe 1, eh bien, une prévisibilité en termes de recouvrement de nos thérapeutiques. Donc, cette détermination de la ligne de recouvrement radiculaire, de la position de cette gentille marginale en fin d'intervention, est maintenant prévisible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la calculer. Il y a une méthode qui permet de la calculer et qui est en fait basée sur une hauteur idéale de la papille. Alors, comment calcule-t-on cette ligne de recouvrement radiculaire? Eh bien, on va simplement déterminer la hauteur entre le point de contact entre les dents sur laquelle il y a effectivement une récession gingivale et l'angle entre cette JEC qui est encore visible dans la partie proximale, c'est-à-dire dans la partie qui est cachée par la gencive, qui n'est pas atteinte par l'usure dentaire, et donc on va pouvoir déterminer. Cette mesure-là va être répercutée par rapport à la hauteur de la pointe de la papille pour donner une ligne fictive, virtuelle, qui va nous donner la ligne de recouvrement maximum que l'on pourra obtenir au niveau de la chirurgie. Donc ça, c'est un point qui est quand même une méthode relativement récente et efficace à mettre en place pour prédire un petit peu, déjà pour les patients, pour leur donner l'ordre d'idée du résultat escompté. Est-ce que, pardon, quand on regarde la diapo comme ça, est-ce que c'est juste un moyen de communication pour expliquer aux patients où va se positionner le recouvrement pour que ce dernier ne soit pas déçu, par exemple, ou est-ce que toi, tu t'en sers vraiment? Parce qu'à 1 millimètre près, la sonde n'étant pas plus précise qu'au millimètre, est-ce que cette méthode est fiable et vraiment précise? Alors, c'est effectivement une méthode qui a une communication importante avec le patient pour qu'il soit, comme tu dis, pas déçu du résultat qu'on va pouvoir lui donner, mais c'est une méthode aussi qui a son efficacité et dont je me sers régulièrement pour prévoir approximativement. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas sûr à 100%, et d'ailleurs les auteurs ont pu montrer que la fiabilité de leur méthode, hein, les mêmes auteurs, Zucchelli et les collaborateurs, sur un travail qu'ils ont effectué avec des mesures reproductibles, avec des gouttières en résine qui vont effectivement repérer la position de la ligne de recouvrement maximum escomptée. Et dans un grand nombre de cas, donc il y a 72% des cas où on a une corrélation exacte entre la mesure enregistrée au départ et le résultat obtenu. Donc effectivement, ce n'est pas 100%, mais ça nous donne déjà une très très bonne approche du résultat qu'on peut obtenir et en tout cas de ce qu'on peut donner comme résultat au patient avant de faire l'intervention et savoir qu'on va pouvoir corriger effectivement son problème de sensibilité. Et alors, est-ce que cette fiabilité, elle ne varie pas aussi en fonction de la technique utilisée? Parce qu'on voit dans leur étude LPC ou LPC plus conjonctif. Alors, ça, on va en parler tout à l'heure, effectivement, ou on va en parler tout de suite d'ailleurs, puisqu'en fait, on va maintenant aborder finalement les différentes techniques, procédures que l'on a à notre disposition. Alors, quelle technique on va disposer en fait du lambeau positionné coronairement qui permet en fait de régler un grand nombre de résections dans un même plan chirurgical, donc c'est un avantage énorme, mais qui, on le sait, va donner des résultats qui sont de piètres résultats à court terme ou à moyen terme, et en tout cas à long terme où on peut avoir quelques récidives beaucoup plus importantes, comme dans ce cas, qui ne prédisposait pas forcément à avoir une récidive importante, alors qu'on avait un tissu épais et une quantité de tissu kératinisé relativement importante dans des classes de récession qui étaient favorables. Donc, on sait bien qu'aujourd'hui, les lambeaux positionnés coronairement ne sont pas forcément les techniques les plus adaptées, et d'ailleurs, sur un travail sur un plus long terme, sur 8 ans de recul, l'équipe italienne ont montré que dans 53% des cas, donc un cas sur deux, on avait une migration apicale de cette gencive marginale qui s'effectuait dans l'utilisation de ces procédures. D'où l'intérêt d'utiliser en fait, et de façon plus systématique, l'utilisation d'un greffon conjonctif qui va être positionné en fait
sous nos lambeaux positionnés coronairement et qui permet en fait d'avoir à la fois un résultat beaucoup plus esthétique, mais en tout cas beaucoup plus fiable dans le temps et maintenu dans le temps. Donc ça, c'est un point capital, quelle que soit d'ailleurs la technique d'utilisation de ce greffon conjonctif, que ce soit avec un lambeau positionné coronairement ou que ce soit, comme dans ce cas, avec une technique de l'enveloppe, dans des cas défavorables, de classe 3 de Miller, comme on les nommait avant, ou de RT2 de Cairo, comme on les nomme maintenant, qui donnent en fait des résultats de recouvrement complet et surtout des résultats qui soient fiables dans le temps et stables dans le temps. Donc ça, la stabilité, elle est obtenue en fait par l'épaisseur et la quantité de tissu kératinisé qu'on va pouvoir effectivement apporter au niveau de ces récessions. Et d'ailleurs, les mêmes auteurs avaient fait une étude comparative entre les greffons conjonctifs sous les lambeaux positionnés coronairement comparativement contre donc, des lambeaux positionnés coronairement seuls, et où on voyait en fait que dans cette étude comparative, à 5 ans, on voyait que effectivement l'adjonction de tissu conjonctif non seulement stabilisait ces récessions dans le résultat que l'on avait obtenu rapidement, mais que même sur un long terme, on avait même une amélioration de ces résultats en termes de recouvrement complet. Donc, aujourd'hui, on peut dire que le consensus européen, dans les derniers travaux qui ont été édités à ce sujet, montre que la greffe de conjonctif est la meilleure technique prévisible, en tout cas, dans le recouvrement complet. Je vois sur ta diapo 51,5% de recouvrement complet. C'est pas beaucoup, on a un peu l'impression cliniquement d'avoir mieux, non, dans nos cabinets. Alors, c'est étrange comme résultat. Oui, alors peut-être que toi tu as mieux parce que tu es beaucoup plus doué que moi, certainement. Non, toi aussi, Jean-Marc. Non. Généralement, effectivement, on a toujours l'impression que nos recouvrements sont complets. Et comme je disais tout à l'heure dans l'étude qu'a montré Pini Prato et son équipe, donc, où ils se sont vraiment attablés, enfin, ils ont essayé de voir ce que voulait dire effectivement un recouvrement complet. Bien souvent, cliniquement, on peut effectivement être satisfait de son recouvrement parce que la doléance d'hypersensibilité peut avoir disparu, peut être même très atténuée. L'esthétique est grandement améliorée de toute façon, même s'il reste 1 mm effectivement de récession résiduelle. Mais vous avez bien vu tout à l'heure, quand je vous ai montré au niveau histologique, qu'on n'est pas sûr du tout d'avoir un recouvrement complet dans l'esprit histologique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr du tout de ne pas avoir ce petit hiatus ou cet espace en fait qui va être colonisé en fait par un épithélium simplement épithélial, enfin un tissu simplement épithélial, pardon, mais qui ne va pas apporter une attache effective au niveau de la racine et qui peut dans le temps effectivement plus ou moins bouger et amener à nouveau une récidive au niveau de la récession. Donc effectivement, ces recouvrements complets tels qu'ils sont décrits dans ces méta-analyses, qui sont des études relativement sérieuses sur lesquelles on fait des mesures très efficaces, eh bien, ne révèlent effectivement que 50% de recouvrement complet parce que ça correspond effectivement à la réalité. La réalité, c'est vraiment ça. Et après, c'est plus le subjectif qui nous donne en fait ces résultats qui semblent meilleurs dans notre pratique. Maintenant, le problème va se poser de la lésion cervicale non carieuse. Ces lésions sont rencontrées bien souvent au niveau des récessions, elles sont associées au niveau de ces récessions. Et donc là, la détermination de cette jonction émaillissement, vous avez vu qu'elle était compliquée, mais grâce à cette méthode de mesure en fait du recouvrement radiculaire, on va pouvoir effectivement là aussi adapter des procédures thérapeutiques en fonction effectivement de ces lésions cervicales. Alors Zucchelli et son équipe ont mis au point en fait toutes ces procédures de travail sur un grand nombre de cas. Je vais résumer simplement dans 3 grandes cas de figure où on va avoir par exemple la ligne de recouvrement maximum lorsqu'on la mesure, eh bien va se situer soit au niveau de la jonction émail-sément, soit légèrement au-delà de cette jonction émail-sément, dans des cas très favorables. Et vous voyez donc sur le cas clinique ici, le cas très favorable, où on va avoir la possibilité d'avoir un recouvrement complet avec des procédures classiques, style conjonctif enfoui avec lambeau positionné coronairement. Donc ce conjonctif va être plus ou moins épais en fonction effectivement de l'état d'usure
de la lésion cervicale, et le lambeau positionné coronairement va être tracté le plus coronairement possible, comme on l'a dit tout à l'heure, de façon à englober en fait cette jonction investissement. Et le résultat, à ce moment-là, sera un résultat qui sera parfait d'un point de vue de la procédure de recouvrement complet. Pour ceux qui liraient cette publication, les Italiens, eux, dans ce cas de figure très favorable, préconisent un lambeau positionné coronairement seul. Mais pour toi et moi, tu es d'accord? Alors, ils le préconisent lorsque l'abrasion cervicale est modérée. À partir du moment où cette abrasion devient beaucoup plus importante et creusée de façon plus importante, le conjonctif va pouvoir augmenter finalement et stabiliser de façon meilleure en fait le caillot sanguin. Et on sait bien que dans toutes les procédures de régénération, les techniques finalement de recouvrement auriculaire sont de mini-procédures de régénération. Ce qui est important, c'est cette stabilisation du caillot sanguin sous nos lambeaux. Donc effectivement, dans ce cas de figure, j'ai pris exprès ce cas-là où la récession, l'usure était importante pour justifier finalement de l'utilisation des conjonctifs, mais qui pour nous, dans notre pratique, je sais bien, toi comme moi d'ailleurs, puisqu'on a la même école, Alain Borghetti et entre autres, eh bien, on sait qu'on utilise systématiquement des conjonctifs parce que les études aussi nous montrent que c'est la meilleure stabilisation à long terme. Donc pourquoi se priver d'une telle aubaine, quoi. Pour en revenir donc à nos lésions, eh bien, la deuxième cas de figure, on va dire schématique, c'est lorsque la ligne de recouvrement maximum qui est obtenue et mesurée tombe au milieu, en plein milieu ou plus ou moins décalée par rapport à la lésion cervicale présente, et où on sait pertinemment que l'on ne pourra pas recouvrir avec nos procédures chirurgicales l'entièreté de cette lésion et de cette résection gingivale. Donc là, effectivement, il va y avoir des procédures adjointes, des procédures de restauration avec des adjonctions de résine composite. Bien souvent, c'est ces cas de figure qu'on rencontre, c'est-à-dire des patients qui viennent dans nos cabinets avec des composites déjà qui traitent l'ensemble de la résection gingivale, y compris la partie qui pourrait être traitée simplement par une phase chirurgicale. Et donc, on va éliminer le composite qui est en trop, pour pouvoir garder seulement le composite qui intéresse uniquement la partie coronaire que l'on ne pourra pas recouvrir. Et donc à ce moment-là, bien les procédures sont à faire avant de faire la chirurgie, où on va effectivement mettre en place les composites cervicaux, et puis ensuite la procédure classique de conjonctif enfoui et positionnement coronaire qui va là aussi essayer d'englober cette ligne de recouvrement maximum. Et le résultat donc donne effectivement une intégration correcte de ces restaurations composites, mais une intégration correcte aussi du tissu marginal qui vient là aussi traiter la récession et traiter l'hypersensibilité, puisque dans ce genre de lésion, on a souvent des sensibilités associées. Le dernier cas de figure, c'est en fait lorsque la ligne de recouvrement maximum ne peut pas recouvrir en fait la lésion cervicale ou très légèrement, hein, et là on va avoir affaire donc à des procédures simplement de restauration composite qui vont pouvoir régler le problème simplement par des adjonctions de résine composite qui vont reformer en fait cette zone coronaire, et notre geste chirurgical sera là simplement d'essayer d'englober cette ligne de recouvrement maximum, d'englober cette jonction par un lambeau positionné coronairement seul qui va permettre en fait de pouvoir avoir après un contour qui, on le voit, ne pouvait pas être traité uniquement par voie chirurgicale. Donc, pour finir un petit peu sur ces techniques, on va dire composées à la fois de greffe de conjonctif et de résine composite, eh bien, la question qui pourrait nous venir à l'esprit, c'est de savoir est-ce qu'il y a une inocuité ou est-ce qu'il y a un problème particulier à utiliser ces résines composites ou ces résines verionomères sous des lambeaux, sous des greffes de conjonctif. Est-ce que ça ne va pas entraîner forcément une inflammation? Est-ce que ça ne va pas générer finalement un résultat moins bon? Eh bien, et est-ce que ça n'a pas de risque de se décoller sans qu'on ait un contrôle visuel là-dessus, exactement, recréer une carie, un autre problème? Voilà. Alors effectivement, toutes ces questions qui nous viennent à l'esprit restent aujourd'hui, on ne va pas dire sans réponse, parce qu'il y a quand même des auteurs comme là, dans ce travail que je vous montre, qui ont
réfléchi un petit peu à la chose et qui montre finalement dans ce travail que comparatif entre des greffes de conjonctif et des greffes de conjonctif associées à des restaurations de verres ionomaires, eh bien qu'il n'y a pas effectivement de différence statistique, que la présence de la restauration n'empêche pas le recouvrement et le recouvrement n'induit pas en fait d'inflammation. Donc ça c'est pour nous déjà un point important de savoir que ces restaurations sont relativement sans conséquences. Mais ce qui est important aussi dans ce travail, c'est qu'elle montre aussi que dans le temps, eh bien, ces restaurations peuvent avoir un impact sur la diminution de la sensibilité puisqu'on va réellement traiter le problème dans sa globalité. Alors maintenant, pour revenir dans ta question et savoir s'il y a une réelle innocuité à 100%, je dirais non, bien entendu. On a, nous, dans notre pratique, l'habitude de pouvoir éliminer le maximum de ces tissus, de ces matériaux restaurateurs pour essayer de faire en sorte que nos techniques chirurgicales, nos conjonctifs que l'on va mettre en place, puissent effectivement prendre le pas là-dessus et puissent effectivement faire une véritable attache conjonctive sur la racine. Oui. Mais dans certains cas, dans la majorité des cas, on peut le faire, mais dans les cas où on a effectivement associé ces lésions cervicales qui sont à cheval entre la partie coronaire et la partie radiculaire, on sait bien de toute façon qu'on sera amené à faire des restaurations composites. Et donc, pas très grave si il vaut mieux savoir que déjà, voilà, il vaut mieux savoir qu'il n'y a pas trop de problèmes dans ce genre de restauration. Quant effectivement au fait que le collage peut, comme tout collage, se décoller, c'est le problème, effectivement, des reprises de caries qui peuvent s'effectuer. Et là, je n'ai pas de réponse à vous apporter, et malheureusement, et donc, je ne pourrais pas répondre. Je suis désolé. Donc, pour conclure un petit peu, alors, simplement aussi cette étude qui était intéressante aussi, parce qu'elle montrait qu'on pouvait même avoir sur certaines restaurations une amélioration même du résultat avec un cripping attachment, c'est-à-dire une cicatrisation secondaire qui pouvait s'effectuer sur les matériaux restaurateurs. Donc ce qui nous rassure un tout petit peu lorsqu'on a ces matériaux qui sont mis en place avant de faire une chirurgie. Mais n'oublions pas quand même que dans les études de Santa Maria et collaborateurs, d'un point de vue histologique, on n'a pas d'attache sur ces matériaux. Non, on n'a pas d'attache et effectivement, ce sont des zones de jonction, donc ce sont des zones fragiles, effectivement. Mais on est là pour essayer de répondre à une problématique qui est une problématique de sensibilité dans ces cas-là. Bon, ça peut être aussi une problématique esthétique, hein, on est d'accord, mais aujourd'hui, on doit traiter en fait cette sensibilité. Et effectivement, lorsqu'il y a des lésions qui enquêtent un petit peu à la fois sur la partie coronaire et la partie radiculaire, il est compliqué de simplement avec une méthode. On sait bien que les méthodes restauratrices seules ne peuvent pas amener des résultats parce qu'elles vont effectivement accélérer peut-être la récession gingivale et la partie le traitement chirurgical ne pourra pas de toute façon recouvrir l'entière surface de cette récession. Donc il faut bien qu'on puisse composer avec ces techniques-là et on a essayé de vous montrer en fait les différentes procédures qui pouvaient exister de façon à ce que vous ayez un cadre réel d'intervention. Donc, je dirais que pour conclure en fait sur ma présentation, on va essayer d'avoir 3 questions. La technique la plus efficace en termes de recouvrement et de réduction de récession, eh bien, on sait aujourd'hui, et c'est un consensus mondial, je ne veux pas dire uniquement européen, mais le consensus de l'AAP, de l'American Academy de Paro, a fait la même chose, c'est-à-dire que c'est effectivement l'utilisation des greffes de conjonctif ou des protéines améllaires. On n'a pas abordé le sujet aujourd'hui, mais c'est aussi un moyen efficace de pouvoir réduire ces récessions gingivales et d'avoir des recouvrements complets. Si maintenant on a des lésions cervicales non carieuses à traiter, eh bien on va y adjoindre des rétines composites dans la mesure où elles font partie de la reconstruction coronaire de ces lésions-là. Et en fait, en termes de traitement de l'hypersensibilité, eh bien on va soit utiliser uniquement des conjonctifs avec des lambeaux coronairement, soit utiliser des résines associées si l'abrasion cervicale est plus importante. Donc en fait, aujourd'hui, on a quand même une réponse à apporter dans ces cas d'hypersensibilité. Et je dirais en conclusion générale que
qui est important avant tout, avant de se jeter peut-être sur une intervention chirurgicale, parce qu'on a vu un conférencier où on a fait un stage, c'est d'étudier correctement en fait la morphologie de la lésion, de voir la qualité des tissus en présence, de voir la surface de recouvrement qu'il va falloir traiter, de voir déterminer avec précision la jonction émail-sément et de traiter étiologiquement effectivement ces lésions cervicales non carieuses et ensuite d'adapter notre technique chirurgicale à tous ces impératifs et tous ces facteurs pronostiques et surtout obtenir un tissu épais parce que c'est la seule garantie d'une stabilisation dans le temps. Bien, Jean-Marc, je te remercie. Peut-être pourrais-tu laisser momentanément ta place à Frédéric, afin qu'il nous parle avec autant de force et de conviction que toi de la façon de traiter les sensibilités qui n'ont pas pu être résolues par la chirurgie finalement, Frédéric, c'est ça? C'est bien ça, en effet. Je vais juste avancer un petit peu le lien. J'avance juste la présentation de Jean-Marc Guise. Oui, en effet. Donc maintenant, il est clair que la chirurgie peut bien sûr prendre en charge l'hypersensibilité dentinaire ou l'hyperesthésie dentinaire, mais il est clair qu'avant tout, les patients ont besoin d'être traités, même s'il y a le problème esthétique, certes, mais ça ne suffit pas. Et, je suis désolé, j'essaie d'avancer les diapositives. On est sur l'ancienne présentation. L'ancien format. Donc, en fait, la sensibilité est toujours présente, même si vous n'avez pas forcément toujours la solution pour les traiter. Alors, nous allons voir un petit peu comment on peut faire pour la traiter. Il est clair que le traitement idéal pour les traiter, c'est un traitement, bien sûr, qui soit une obturation des canalicule. On sait qu'il y a deux traitements actuellement sur le marché, c'est soit on désensibilise les terminaisons nerveuses, l'autoblaste, soit on obture. Il est clair que l'ensemble des experts disent qu'il vaut mieux obturer les canalicule pour traiter la cause. Bien sûr, il faut que cette action soit immédiate. On n'a plus le droit de laisser souffrir un patient aujourd'hui. Bien sûr, il faut que cette réduction soit durable, bien entendu. Il ne faut pas que cette action soit juste momentanée. Bien sûr, pas de coloration, pas d'effet indésirable. Il faut que ce traitement ou l'ensemble du traitement que vous pouvez appliquer soit sans effet indésirable. Bien entendu, que ce soit facile à utiliser, que ce soit pour une technique au fauteuil ou pour le patient lui-même, et afin de faciliter l'observance, il faut bien sûr qu'il y ait un bon goût. Et bien sûr, comme la conférence précédente, il faut bien sûr que ce soit assorti de bon nombre d'études cliniques qui démontrent l'efficacité de l'ensemble des technologies. Alors, la solution qu'on vous propose, nous, depuis quelques années, c'est la technologie ProArgine, qui est une association d'argine, qui est un acide aminé associé à un carbonate de calcium. Le tout, c'est que cette structure argine-calcium est une structure positive, et sachant que la dent est particulièrement adentine et chargée négativement, il va y avoir un précipité. Et ce précipité va traiter, obturer l'ensemble des canalicules. Cette technologie est présente actuellement au fauteuil avec une pâte désensibilisante qu'on va appliquer avec une cupule en caoutchouc. Puis après, en relais, on va pouvoir prescrire, conseiller le dentifrice, la solution fluorée qui contient la même technologie, l'arginine, et également du fluor. Alors, bien sûr, les produits gencives et les sensibilités ne sont pas forcément bon ménage, parce que bien souvent, c'est le premier motif de consultation, la sensibilité, parce qu'il y a une réflexion. Alors, il faut bien sûr innover. L'innovation qu'on vous propose aujourd'hui, c'est toujours la technologie ProArgine, c'est-à-dire association d'argine et de calcium associée à du zinc. On sait que le zinc est un antibactérien, et le produit qu'on propose, c'est Elmex dentifrice professionnel répare et prévient. Ce dentifrice répare et prévient a deux actions. La première action, bien sûr, c'est réparer immédiatement et durablement la sensibilité, et elle a été démontrée dans deux études cliniques. La première, en fait, par Cahar, qui nous montre clairement que versus, d'une part, un premier dentifrice au fluorure, un deuxième qui contient la technologie ProArgine, et puis le troisième ProArgine plus du zinc, eh bien, en fait, on a une efficacité réelle immédiate après l'application, on doit, et également à 7 jours, elle est significative, mais qu'il n'y a pas de différence significative entre Elmex sensitive répare et prévient et Elmex sensitive professionnel. Mais notre étude également, par Bonetta, a montré l'efficacité sur 8 semaines
avec une réduction significative très très importante versus bien sûr le groupe contrôle. Alors, deuxième action, puisqu'il faut aussi prévenir l'ensemble des problèmes de gencives, eh bien là on retrouve des fondamentaux, les différents modèles, c'est-à-dire Tinless and Le et puis Quickland Eye, c'est-à-dire la réduction de la gingivite et la réduction de la plaque. Eh bien on voit qu'après 6 mois, on a une réduction de 26% de la gingivite et 14% de la réduction de la plaque. Clairement, on prend en charge là les problèmes de gencives et surtout on les prend en amont. On prévient l'ensemble des maladies, pas l'ensemble, mais une partie des maladies parentales qui sont souvent associées à la sensibilité. En clair, sur cette technologie, c'est toujours l'arginine associée à l'hypercalcium. On ajoute des sels de zinc, que ce soit sous forme de citrate et sous forme d'oxyde, pour une utilisation bien sûr régulière et quotidienne. Deux actions, on répare l'hypersensibilité en obturant les canalicule et on prévient l'ensemble des problèmes de gencives avec le zinc. Mais ça ne suffit pas. On a vu clairement aussi qu'une étude a été réalisée il y a un petit peu plus de 2 ans sur 1622 patients français souffrant tous d'hypersensibilité antinale, et on s'est aperçu que 59% de ces patients souffrant d'hypersensibilité n'utilisaient pas de produits pour les sensibilités. Eh bien en fait, nous innovons avec une nouvelle technologie, un nouvel outil, c'est un stylo associé à une brosse à dents. Vous allez pouvoir vous brosser les dents et surtout pour l'ensemble de vos patients qui ne veulent pas changer de dentifrice, ils vont pouvoir utiliser cette brosse à dents associée à ce stylo et tourner et faire sortir du gel. Tout simplement, c'est un gel blanc qui contient le même ingrédient, la technologie ProEnzyme. L'appliquer, se masser directement sur la zone sensible, rincer et c'est tout. Prise en charge immédiate de la sensibilité. Ça a été testé dans nos nombreuses études pour une application immédiate et une application durable, bien sûr. Et bien sûr, c'est une bien sûr en complément de l'ensemble des technologies que vous allez pouvoir avoir. En fait, maintenant, on a besoin de vous proposer une solution complète pour l'ensemble de vos patients, qui a une sensibilité légère, une sensibilité puissante, outre les recouvrements radiculaires qu'on va pouvoir avoir, on va pouvoir leur apporter une solution, d'une part au fauteuil avec la pâte désensibilisante, des dentifrices, des solutions, mais également maintenant prendre en charge les problèmes de gencives et bien sûr la sensibilité avec ce tout nouveau produit, Elmex Connective, sous forme de stylo. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je crois que je laisse la parole aux questions maintenant, donc je laisse la parole à Caroline. Et, alors, nous avons reçu quelques questions. Je laisse passer Jean-Marc peut-être. Jean-Marc, voilà. Alors, notamment concernant l'état de surface, est-ce que, puisqu'on a pas mal parlé des lésions d'usure, est-ce que tu travailles cet état de surface? Quand tu as une usure marquée, est-ce que tu oses casser les angles? Est-ce que tu as une préparation particulière avant ta chirurgie? Alors, oui, on a, de toute façon, il va falloir préparer l'état de surface, puisqu'en fait, cet état de surface est un état contaminé. Il a été donc en contact avec la cavité buccale, il a été colonisé par un biofilm bactérien, donc forcément, il va falloir le décontaminer. Donc la décontamination, elle passe, comme dans toutes les thérapeutiques parodontales, par un surfaçage. Ce surfaçage peut être effectivement agressif et peut-être même traumatique, et voire même peut augmenter la sensibilité. On le sait qu'après les surfassages, effectivement, la sensibilité est augmentée. Elle va s'atténuer dans le temps, effectivement, mais elle va augmenter. Alors, le problème que l'on a avec les récessions et le traitement des récessions gingivales, c'est que on ne va pas pouvoir maîtriser aussi bien cette zone-là en post-opératoire, puisqu'en fait, il y a soit le conjonctif, soit notre lambeau qui va recouvrir cette zone-là. Donc, la petite zone qu'on a décrite tout à l'heure, la petite zone de jonction maïsement qui n'est pas recouverte, effectivement, eh bien, on va pouvoir utiliser à ce moment-là ces adjuvants thérapeutiques, dont vous a parlé Frédéric Hérisson tout à l'heure, qui vont être d'un complément à notre action, parce que sur ce petit millimètre ou ces petites sensibilités restantes, bien effectivement et l'action de notre chirurgie, où on va effectivement pouvoir avoir un complément sur ce traitement de la sensibilité. Maintenant, en termes de forme
au niveau je dirais dans les lésions qui sont un peu plus marquées, effectivement, on va casser un petit peu les marches d'escalier qui sont plus coronaires, hein, lorsqu'on a des lésions qui sont vraiment très marquées, de façon à ce que notre conjonctive déjà puisse avoir un soutien un peu plus intéressant et notre lambeau aussi puisse s'appliquer en douceur sur ces zones-là. Carrément à la fraise ou à la curette de gratter? Carrément à la fraise. Pour moi, j'utilise une fraise avec un grain fin, un bac rouge, hein, qui va permettre en fait de casser l'angle d'émail souvent, hein, mais qui peut être dentinaire aussi, mais on ne sait pas trop, cette jonction émail-sément est toujours un peu hasardeuse dans cette zone-là, mais en tout cas qui va permettre de pouvoir faire en sorte que le lambeau qu'on va positionner coronairement puisse s'adapter en mourant, on va dire, sans trop de traction dans cette zone-là. Voilà, ça va améliorer le résultat. Très bien. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette histoire de composite là. Oui, ça me chagrine ce composite quand même. Est-ce qu'on doit toujours le faire avant? Est-ce qu'on peut le faire après? Parce que c'est pas évident quand donc toi comme moi, les composites on n'en fait plus au quotidien. Donc c'est pas nous qui allons de façon optimale réaliser le composite avant la chirurgie. C'est pas toujours évident d'expliquer qu'il faut positionner le composite au niveau de la ligne maximale de recouvrement. Vous voyez, vous imaginez, vous avez vu la méthode, donc c'est pas un automatisme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que parfois, ça vaut pas le coup de réaliser le composite après, ou est-ce qu'il y a des situations où il faut le réaliser absolument avant? Alors, dans les travaux montrent, les études ont été faites aussi là-dessus, hein, et montrent qu'effectivement, il vaut mieux le faire avant la chirurgie pour des questions de traumatisme, hein, simplement. Quand on fait un composite, on va forcément mettre en place un champ opératoire. Donc, ce champ opératoire va tirer un petit peu sur les tissus marginaux. Il va amener un traumatisme certain au niveau même de ce sulcus stellum de surface, hein, de jonction. Et donc, on va traumatiser un petit peu la zone. Donc, à traumatiser la zone, il vaut mieux la faire avant qu'on fasse la chirurgie, où on pourra, nous, avoir un geste un peu réparateur. Donc ça, c'est le concept qu'il faut faire. Maintenant, effectivement, on est confronté, je ne vais pas dire quotidiennement, mais régulièrement, en tout cas, au fait qu'on travaille avec des correspondants, donc des praticiens qui nous adressent des patients pour des récessions gingivales, et sur lesquels on doit avoir effectivement un langage, une communication sur la procédure qu'on va mettre en œuvre. Et donc, quand on demande à faire des composites, et avant de faire les interventions, moi, ce que je fais systématiquement, c'est que je leur donne un canevas en disant, bon, il faut recouvrir la partie dénudée radiculaire, tant pis s'ils recouvrent plus que ce qu'il faut. Moi, pendant ma phase chirurgicale, je vais amener et éliminer en fait le composite qui est en surplus de façon apicale pour l'amener à ma fameuse ligne de recouvrement maximum. Et je préfère faire ça, plutôt que de leur donner à faire le composite après, où là, eh bien, on sait bien que on ne va pas maîtriser le geste, où ils vont être un petit peu plus moins audacieux dans leur mise en place du champ opératoire, ou même du polissage même du composite, parce qu'ils ne veulent pas trop toucher au sillon gingival, parce qu'on a travaillé, parce que le résultat est sympa, et que donc, eh bien, on va avoir des composites qui à la longue vont déborder ou vont s'infiltrer et finalement vont pas rendre le service. Donc, dans la mesure du possible, oui, il vaut mieux le faire avant. C'est arrivé, et ça arrivera encore, je suppose, qu'on le fasse après. Mais c'est pas ce qu'il faut retenir. Hein. Il faut vraiment faire passer un message, c'est aussi celui-ci, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et généralement, les praticiens qui sont nos correspondants le font, hein, et se plient bien à nos exigences aussi. Et il faut qu'on travaille ensemble pour le bien en fait de la résolution du problème. Et tout particulièrement finalement lorsque la ligne maximale de recouvrement se situe au point le plus profond de la lésion des yeux. Parce que là, après, assurer l'étanchéité après la greffe, c'est impossible. Effectivement, si vous avez un recouvrement chirurgical qui englobe une partie de cette lésion et que dessous, en fait, on a un vide, et qu'il va falloir combler parce que forcément il y a un tel manque cervical, un tel manque dentinaire qu'on va mettre un composite. Là, ça va être compliqué, et effectivement, sans trop tirer au niveau des tissus, il y a une attache qui se fait. Donc là, c'est impossible. Donc effectivement, dans ces cas de figure-là particuliers, c'est-à-dire où on a des lésions qui sont très profondes, si le composite n'est pas fait avant,
on peut remettre la chirurgie. Un dernier mot sur l'hypersensibilité. On est d'accord, après un surpassage, une chirurgie de débridement, pas forcément une greffe, on a un pic d'hypersensibilité. Comment tu préviens tes patients? Qu'est-ce que tu leur dis? Au bout de combien de temps ce pic se réduit? Alors, c'est très variable en fonction des patients, la réduction de l'hypersensibilité, c'est vrai. C'est vrai qu'après des thérapeutiques initiales chirurgicales, de surfaçage, j'allais dire chirurgical, non chirurgical, on a une augmentation de cette sensibilité. Si elle n'existait pas au départ, elle existe, et si elle existait, elle est exacerbée. Donc il faut prévenir effectivement les patients de cet état de fait, et prévenir même cet état-là en prescrivant, en prévention, on va dire, même, ou en traitement s'il y a déjà des sensibilités existantes, en prescrivant déjà les produits adaptés qui sont des produits désensibilisants dont on vous a parlé. Et je dirais que dans les cas, par exemple, de récession gingivale où il y a déjà des sensibilités, moi, pour ma part, en fait, je donne d'abord des produits désensibilisants aux patients avant d'intervenir chirurgicalement. Je préfère intervenir chirurgicalement sur un terrain qui est déjà apaisé, je vais dire, même si ce n'est pas forcément traité, mais apaisé, plutôt que d'intervenir sur un terrain qui est hypersensible. Très bien. On a encore une question de la plateforme. Il y a eu des questions, peut-être on pourra y répondre aussi par mail plus tard. Une dernière question, Frédéric, qui nous arrive? Je sais pas. Je ne vois pas arriver les questions. Alors, moi, je t'ai vu sur une diapo, là, suturer ton greffon conjonctif avec un fil résorbable. C'était un cas particulier sous le lambeau. C'était assez exceptionnel ou tu le fais régulièrement? Je le fais systématiquement. J'en profite pour prendre un peu des petites astuces. Bien. Il nous reste 2 minutes pour conclure. À moins que Karine ait la question à nous poser, peut-être. Oui. Alors, visiblement, Karine veut nous parler. Voilà, c'est fait. Alors, j'espère que vous m'entendez, parce que moi je vois plus grand-chose. Donc en effet, il nous reste, je crois qu'on avait une question. Alors, nous avions une question. Qu'en est-il du paramètre tabac et quel type de brossage doit-on effectuer? Alors, on va pouvoir essayer de répondre à cette question. Je vais vous repasser la balle et puis ensuite, repassez-moi la balle et puis on conclura. Alors, comment je fais là? Je parle? Je passe la balle. Le paramètre tabac, c'est ça? Dans le brossage. Ouais. Dans le brossage? Pas trop fort, hein? C'est bon? Vous entendez encore? En fait, c'est qu'en est-il du paramètre tabac et quel type de brossage doit-on effectuer? Alors, je passe la balle. Là, si je parle, c'est bon, hein? On m'entend ou? Je suis pas sûre. Réponds en langage intime. Ouais. Oui, on vous entend, vous pouvez répondre. Apparemment, c'est bon. Alors, le paramètre tabac, oui, alors le paramètre tabac est un paramètre qui est notre bête noire en parodontologie dans toutes les cas de figure, bien entendu. Alors, il y a des études qui ont montré qu'effectivement, le tabac, la continuation en fait, du tabac fait qu'on a une aggravation, même potentiellement, on a un plus grand nombre de récidives. Donc, effectivement, dans la plupart des cas, on essaie de faire diminuer en tout cas la consommation du tabac. Mais on n'a pas vraiment de réponse. On sait que c'est pas. Enfin, moi, je sais que je n'ai pas de réponse. Ce qui est sûr, c'est que souvent chez les fumeurs, enfin, surtout chez les fumeuses, on assiste à des usures plus marquées parce que certaines brossent frénétiquement après chaque cigarette. Voilà, donc en termes de brossage, il vaut mieux utiliser des brosses souples, bien sûr, pas de brosses dures ni de brosses médium. Et dans la mesure du possible, moi je conseille systématiquement l'utilisation d'une brosse électrique dans des cas de récession parce que justement ce sont des brossages adaptés et efficaces dans le temps et il n'y a pas de possibilité d'avoir des pressions trop importantes puisqu'il y a des mécanismes qui le prévoient. Et donc on change la méthode de brossage, ce qui change aussi la façon d'aborder un petit peu sa bouche et ce qui change aussi et qui apporte en fait une amélioration en termes d'hypersensibilité aussi. Donc ce n'est pas uniquement que nos interventions, mais il y a la prise de conscience aussi de la façon dont on va s'occuper en fait de ses dents et de sa bouche.
Bien, Jean-Marc, je crois qu'il nous appartient de repasser la main à Karine, de vous remercier encore une fois, Karine et toute votre équipe, de nous avoir sollicités. Et je vous dis à très bientôt à tous au congrès de Lyon, de la SFPIO, du 2 au 4 juin, nous y serons. Voilà, on pourra continuer à répondre à vos questions. Jean-Marc sera là. À bientôt. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas de votre présence, de ce magnifique duo. En tout cas, on nous l'avait promis, on l'a eu. Bon, il reste 2-3 petites questions auxquelles on n'a pas répondu. On y répondra par mail sans souci, puisque là, il est vraiment 14 h, on va quitter. Et je vous remercie par avance donc de compléter le questionnaire de satisfaction. Et puis, je pense qu'on peut déjà dire qu'on se donne rendez-vous donc à la fin de l'année pour un nouveau webinar avec la SFPIO, à nouveau. Voilà. Donc, j'en dis pas plus et puis à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Au revoir.